Alors, bienvenue pour ce numéro 5 de Autres Paroles, pendant lequel je vous parlerai de deux livres principalement, et puis de quelques revues et d'autres petites choses. Alors, en préambule, pour une fois, je voulais vous parler d'un recueil de poésie, en fait, qui m'interpelle, que j'ai écrit, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu que le gouvernement allait donner de l'argent pour les restos du cœur, même quelques milliardaires allaient y mettre de leur poche. Alors je trouvais que cette façon de faire était un peu scandaleuse et que nous revenions, disons, à l'époque du 19e siècle de la charité et que c'était une très mauvaise chose en fait. Et voilà ce que j'écrivais donc dans le recueil Le Vin, un petit texte donc qui était intégré à ce recueil et qui s'intitulait Charité. Je vous lis le début et puis la fin. Charité. La charité n'est pas une qualité, elle est la dernière part de notre humanité. Notre ancêtre vivait dans l'ignorance de sa liberté, à l'abri dans sa caverne. Il ne savait pas ce qu'elle était ni comment il en disposait. Il ignorait également sa dépendance à la nature. Il vivait avec elle comme un enfant auprès de sa mère. Il n'avait pas à faire la charité pour manger, pour avoir un toit, pour dormir. Aujourd'hui, la charité s'étale en grandes plaques sur toutes les sociétés. Notre civilisation libérale a mis à bas toute spontanéité de l'être, tout altruisme, toute nonchalance. Car lorsqu'il s'en allait cueillir des fruits, déterrer des racines, attraper un animal pour se nourrir, devait-il demander à quelqu'un, notre lointain homme, pour s'offrir un repas? N'est-ce pas grâce à cette facilité qu'il a pu venir jusqu'à nous transmettre son savoir? Et les gouvernements aujourd'hui appellent à notre charité, à celle de nos maigres économies, à notre fragile existence qui peut d'un instant basculer vers l'absurde, l'irréel ou la mort. Ils quémandent notre charité pour masquer leur incapacité morale, intellectuelle et humaine à changer le cours des choses. Rien ne les fera changer de route, car ils ont lié leur commerce à votre charité, à votre bonne volonté, à votre humanité. Et vous cédez, laissant de plus en plus de femmes, d'enfants, de jeunes, d'hommes être exclus de tout, mais surtout de vous-même. La charité n'est pas un don que l'on fait, mais un mur que l'on dresse entre nous et nos semblables. Voilà, j'avais envie de réagir, disons, à ce phénomène donc de la charité qui revient un peu comme un boomerang, en fait, et qui montre que la société est en train de se déliter plutôt que de se réunir. Voilà, et je m'excuse donc de m'être cité pour débuter ce numéro. Donc voilà, nous allons donc parler de livres tout aussi essentiels et même davantage. Une petite courte interruption et nous recommençons donc Autre parole numéro 5. Alors, donc voilà, nous sommes dans le vif du sujet, comme on dit. Alors, je vais vous parler donc de deux livres, Mœurs, de la gauche cannibale à la droite vandale, de Alain Denéo, qui est paru aux éditions Luxe. Et le second livre, Ceci tuera cela, Images, regards et capital, de Annie Lebrun et Jury Armanda aux éditions Stock. Alors, en préambule, pour parler de ces livres, j'écoutais sur une chaîne d'information en continu une éditocrate, comme on les appelle, qui parlait de l'intégration de minorités issues donc de l'immigration en Grande-Bretagne. Alors, elle prenait pour étayer sa démonstration le Parti conservateur anglais. 2 ou 3 milliardaires, issus donc de cette catégorie, étaient arrivés au pouvoir. Soulignons le nombre, 3. En guise de conclusion, et pour donner sens donc à son histoire, elle accrédita de sa voix chantante et satisfaite
le libéralisme comme faiseur de richesse et élément d'intégration. Mais au même moment, je lisais dans la presse le Guardian et The Economist, deux journaux dont on ne peut pas douter du sérieux, signalaient que 20% des franges les plus pauvres issues pour une part de l'immigration devaient consacrer la moitié de leurs revenus à l'alimentation pour manger correctement. Malheureusement, ne pouvant le faire, ces franges de population se contentent donc d'une alimentation malsaine, dégradée, et qui rend la plupart des enfants obèses, sous-alimentés. Par ailleurs, il citait aussi 42% des enfants à Manchester vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà donc le vrai visage du libéralisme. Et ce n'est donc qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais citer. Alors, vivre une vie décente, est-ce un privilège ou simplement avoir quelques droits acquis que l'on veut sauvegarder, est-ce malhonnête? Alors Alain Deneau le dit clairement. User de ce terme privilège en lieu et place de traiter de droits acquis, parce que des groupes sociaux marginalisés peinent à se prévaloir de ces droits et opportunités, c'est au moins en méconnaître le sens. Cela revient donc à dire que cette pauvreté, et entre parenthèses, je cite, « Il n'aura échappé à personne, sauf aux politiques, que le nombre de pauvres en France augmente, mais que le chômage baisse. Je vous demande où est l'erreur. » Alors donc, pour en revenir à ce que disait Alain Deneau, est escamoté et relégué donc sous la table, voire sous la toile folle de ces chaînes d'information qui balaient d'un revers de parlotte toutes les affres distillées par le capitalisme et son avatar, le libéralisme. Alors, que nous disent ces livres? Pour commencer, avec Alain Deneau, qui avait écrit préalablement sur la médiocratie, montrant donc les effets pervers de la technique et de l'industrialisation. Dans ce nouveau livre, par contre, il met dos à dos la gauche et la droite, qui ont tour à tour donc déshabillé le peuple de ses quelques acquis, en le contraignant à ce qu'ils suivent à marche forcée la politique délétère qu'ils ont choisie pour eux. Ainsi, l'auteur écrit, en écho donc à mon introduction, comme si les rares voies de sortie des classes pauvres ou moyennes, qui se présentent à une minorité de dominés, pour gravir quelques échelons dans la vertigineuse hiérarchie sociale, et ainsi en apparence s'affranchir de ces conditions de classe, rachetaient la situation de tous. Effectivement. Il s'avère donc que désormais, vous l'aurez constaté, que le débat n'existe plus en tant que tel, tout du moins sur les chaînes audiovisuelles que l'on entend fréquemment, et qu'il faut plutôt aller le chercher en dehors des circuits homologués par ce pouvoir télévisuel. Alors, cette perte des bas, et les poètes le savent, quant aux mots, tout ce qu'on peut leur faire dire, ici donc ils sont dévoyés de manière tendancieuse, voire avec fourberie et ruse. L'auteur rappelle donc par exemple que chez les Grecs, le logos désigne autant la langue que la pensée elle-même. Or, par l'usage que nos contemporains font des termes et des arguments, soit de simples instruments de lutte, mobilisés dans des polémiques qui tournent presque à la guerre civile, la langue se trouve conçue comme réformable à merci, plastique, au point d'épouser simultanément toutes les causes circonstancielles qui en font un simple outil. Comme si en elle, aucune mémoire, aucune force autonome ne devait résister. Alors, pour en revenir au Covid, dont il parle également dans son livre, période durant laquelle donc Macron disait que nous étions en guerre, d'ailleurs drôle d'idée de parler ainsi, et cela relevait à mon avis davantage d'une propagande terroriste plutôt que sociale, et que le monde d'avant donc ne serait plus le monde de demain. Alors nous constatons avec effroi que finalement ce monde d'aujourd'hui est encore pire que celui d'hier. Alors Alain Deneau cite le médecin Alice Desbioles qui tire de ce fiasco la seule conclusion pertinente. Il faut cesser les activités humaines destructrices qui sont la déforestation, le commerce des animaux sauvages, l'érosion et la destruction de la biodiversité et l'élevage industriel. Alors, il est inutile de revenir sur cette période de Covid, d'autant que les mensonges flagrants et les manipulations furent nombreuses et malsaines de part et d'autre.
Ainsi, sur la critique, Alain Deneau donc, met en évidence le fait que la pensée critique sert à traquer l'idéologie, à savoir la sonder, la révéler, l'expliquer. Alors loin de la stérile autre face de la médaille que prise actuellement le journalisme, elle n'entraîne aucun dialogue de sourds qui s'affronterait diamétralement. Au contraire, elle doute. Mais quel débat pouvons-nous écouter dans ces médias où compte uniquement le sensationnel, la vindicte et le mensonge? Alors comme l'auteur par exemple le précise au sujet de Total en prenant cet exemple, dont ses représentants expliquèrent quand on sut que des enfants, des hommes et des femmes infortunés avaient été contraints au travail forcé dans les années 90 par la junte militaire birmane, ils ont dit que la mission de Total n'est pas de restaurer la démocratie dans le monde. Ce n'est pas notre métier. Un retrait forcé n'aurait pour effet que notre remplacement par d'autres opérateurs. Alors c'est un sinistre argument, mais qui vaut encore aujourd'hui, bien sûr, pour les dégâts, par exemple, environnementaux dont se drapent ces multinationales, sans rien changer à leur processus de destruction de masse de l'écologie. Alors, à la lecture de ce livre, je dois vous l'avouer, j'ai annoté des pages qui me semblaient propres à rendre compte donc de la pensée de l'auteur. Mais j'ai annoté chaque page, ce qui révèle donc la qualité de ce livre, sa précision et la hauteur des idées développées. C'est pourquoi donc je vous en parle un peu succinctement, mais en essayant de vous montrer le côté positif et puis l'intérêt que représente cette lecture. Alors, il n'échappera à personne qu'en ces temps de fausse paix, de préparation à la guerre, la forte augmentation du budget militaire, quand les hôpitaux et autres services publics s'appauvrissent, que l'écologie est laissée pour compte, sans se préoccuper du tout des menaces qui pèsent sur l'humanité. Alors, face à ces monstres avides de parts de marché, je veux dire les industriels, puis tous ceux qui gravitent autour, de conquête, Macron, Bolloré, Arnaud, Nonmus, enfin, etc., et beaucoup d'autres moins en vue, comme le patron, par exemple, de Lactalis. Alors, l'espoir peut-il être viable, et que fait-on de l'espérance? Alors, dans leur livre, donc Annie Lebrun et Julie Armanda, en prenant pour base l'art, comme Annie Lebrun le ferait fréquemment dans ses livres, il n'est pas dit autre chose. Quand je parle de ces monstres avides, les auteurs évoquent la Silicon Valley par exemple. Sinistre envers du monde, écrivent-ils, lisse, consensuel et heureux, dont la Silicon Valley prodigue les bienfaits à ses communautés d'internautes. Avec 350 millions de photos émises sur Facebook, comme les 450 000 tweets et les 550 000 heures de vidéos mises en ligne, et ce dont personne n'avait vraiment idée jusqu'en 2018, un saisissant documentaire fut consacré aux cleaners recrutés pour nettoyer le web des images suspectes, et qu'il travaillait 10 heures par jour à consulter près de 800 posts pour regarder environ 250 000 images, et décider en 10 secondes de leur suppression ou non, et employés par des entreprises sous-traitantes dans des conditions de travail effrayantes. Alors, l'intelligence artificielle, dont je vous ai parlé brièvement dans une précédente vidéo, donc sera développée à grands pas et s'immiscera dans tous les secteurs de la vie. Car comme l'annonçait le président de Google en 2007, cité donc par les auteurs, la technologie du ciblage individuel sera si performante qu'il sera vraiment dur pour les gens de regarder, de consommer quelque chose qui n'a pas été d'une manière ou d'une autre taillé pour eux. Et les auteurs ajoutent, c'est maintenant chose faite. Ainsi, toute l'économie d'Internet vit de cette spirale exponentielle, ce développement en cyclone du profit, et que rien ne semble pouvoir arrêter. Alors, les auteurs, dans leurs livres, donc, prennent pour base le développement de l'image. Cette image qui se multiplie à l'infini sur Internet pour devenir en fait anonyme, multiple, sans visage, sans émotion. Et l'image donc devient le vide dans lequel s'engouffre ou est absorbé tout ce qui gravite dans cette galaxie informatique. Alors les auteurs citent Pline l'Ancien pour lequel l'origine de l'image se confondait avec le geste de la jeune fille qui, voyant sur un mur l'ombre de son amant,
appelé à partir, n'avait pu s'empêcher d'en dessiner les contours. Et voilà, tous les secrets donc du pouvoir de l'image y est contenu. Mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Il en reste celle de la poupée Barbie par exemple, dont l'image est devenue influenceuse en titre sur Instagram avec ses 75 milliards de likes et ses 650 000 commentaires. Alors quel paysage, demandent les auteurs, pourrait s'ouvrir à l'idée d'un autre monde quand on écoute cela et quand on voit cela et quand Google possède des photographies de toutes les maisons, de toutes les rues et de toutes les villes du globe. Alors pour finir, les auteurs posent cette question. Comment pourrions-nous décider entre la surveillance institutionnelle et étatique selon le modèle orwellien et la surveillance déréglementée des géants privés de l'informatique, selon le modèle néolibéral, alors que les jeux sont faits? Face donc à cette question cinglante et sans détour, vous vous demanderez avec juste raison quelle espérance portent ces livres en eux et quel chemin ouvrent-ils. Alors pour l'heure, il s'agit à mon avis de reprendre possession des mots, de se montrer humble et de vivre la vie avec simplicité, ce qui, tant de fois, je sais, a été déjà dit. Alors les uns demandent de l'imagination, ce dont l'homme est capable pour déjouer toutes les prévisions, et les autres de redonner sens à l'existence. Mais si les jeux sont faits, peut-on encore raisonnablement espérer quelque chose? Tôt ou tard, l'espérance reviendra, et je ne sais par quelle voie, par quel interstice. Mais l'humanité, malgré tout, ce qui pèse sur elle est capable d'un sursaut, de se reprendre en main. La chape capitaliste qui pèse sur elle finira par se disloquer, et il ne s'agit pas là d'une espérance, mais de l'espérance, et de se persuader que rien n'est figé. Voilà, je vous invite à lire ces deux livres, lesquels donc sont source de constats, effectivement, mais aussi ouverture vers une nouvelle pensée, vers un autre sens, permettant de comprendre et de jouer en fait les pièges de l'information et de toute cette société qui s'emballe autour de l'argent et du libéralisme. Voilà, une petite pause et pour finir, je vous parlerai de quelques revues et quelques livres. A tout de suite. Donc voilà, pour terminer ce numéro 5 d'Autres paroles, je voulais vous présenter deux livres et puis deux revues. L'un, donc, il s'agit de La domestication de l'art de Laurent Cauet, qui a été publié aux éditions La Fabrique en 2017. Et je l'avais relu parce que justement les deux livres dont je vous ai parlé faisaient écho à celui-ci. Et donc Laurent Cauet parle donc de la culture officielle qui est devenue en fait une entreprise qui emploie donc en fait artistes, poètes, etc. Et donc c'est un livre assez intéressant parce qu'il démontre comment se jouent en fait les politiques et puis les industriels, les entreprises de la culture en la phagocytant en quelque sorte, selon leur propre vue sur l'art. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que la poésie est laissée un peu pour compte et en fait ne participe que très peu à cette mise sous tutelle de la part de la bourgeoisie. Et ce qui fait que la poésie reste encore assez libre. Bon, bien sûr, il cite quelques poètes, mais en fait ceux-ci sont assez marginaux et sont, disons, plus enclins à une poésie formaliste, voire un peu rappeuse, mais qui ne, disons, ne présente pas toute la panoplie de ce qui peut s'écrire aujourd'hui en poésie. Et le second livre dont je voulais vous parler, qui a été écrit il y a quelques années, c'est d'Irène, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémisme. Alors en fait, extrémiste, pardon. En fait, ce livre relate comment certaines femmes ont dû se défendre par rapport à leurs agresseurs, que ce soit mari ou autre,
Et donc, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que face à un agresseur de se défendre avec les mêmes moyens que lui. Alors c'est surtout en ces temps où les féminicides donc ne, ne baissent pas et puis tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour éviter ce genre de choses. Donc c'est un livre intéressant et puis disons qu'il donne justement un aperçu assez manifeste donc de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un couple ou entre hommes et femmes. Voilà. Et donc deux revues. Alors la première c'est Chronique Noire et Rouge. En fait c'est une revue trimestrielle qui critique certains livres. Alors il y a de tout, hein, il n'y a pas de secteur particulier. Là par exemple il y a une critique sur le Parti d'une nation sans terre, sur Fernand Gomez, sur Armand Robin, poète indésirable, sur le Fortuné Henry et la colonie libertaire d'Aiglemont. Voilà, donc c'est tout un panel et dans ces chroniques, vous trouverez certainement des livres qui seront à votre goût. Et ensuite, Fragments, donc c'est une revue de littérature prolétarienne dont je vous ai déjà parlé, et qui fera l'objet l'année prochaine donc d'un numéro un peu plus conséquent et dont je vous parlerai également. Voilà, c'est le numéro 7 donc qui également parle de livres reçus, mais aussi nous fait découvrir la littérature prolétarienne, qu'elle soit de roman ou poétique. Et pour terminer, donc j'ai appris récemment, avec un petit peu d'effarement, que l'éducation nationale, par l'intermédiaire certainement donc, du ministère de l'Éducation nationale, demandait aux élèves d'apprendre que, par exemple, Jonathan Lemu avait marqué tant d'essais, que Jean Dujardin était le parrain du rugby parce qu'il aimait ça, enfin, etc. Un tas de choses complètement inutiles et ineptes. Je pense que les enfants auraient plus à cœur d'apprendre d'autres choses beaucoup plus intéressantes que de parler de la Coupe du Monde de rugby. Et ce qui donc révèle bien l'état d'esprit de nos politiques qui maintenant, après la charité, maintenant offrent du pain et des jeux à la population. Enfin, pour terminer, puisque nous avons commencé par lire un extrait de mon recueil Le Vin, on va terminer par là en offrant un petit peu d'espérance. Alors je vous lis quelques lignes d'un poème. Pourquoi un temps si rude? Pourquoi un soleil sans remords? Viendra un matin avec cette clarté peuplant les yeux. Entendons-nous un chant, un poème repris par l'humanité? Derrière les murs, est-ce la peur ou l'espoir, la vie encerclée? Quel levain entre nos mains deviendra celui de notre futur? Et quelle pelle enfournera nos humeurs ou les rafraîchira? Au fond d'eux, les humains gardent l'herbe solitaire. L'humanité a combien de vie dans son sac pour ainsi se détruire? Le boulanger a ses mains pétries par le pain naissant. Nous avons brisé notre fournil dans lequel se lève la vie. Malgré les rires, contre les colères, l'espérance se hisse en nous. Voilà, ainsi se termine donc ce numéro 5 d'Autres paroles. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau numéro qui sera consacré en partie à Georges Catalo, que certains d'entre vous connaissent, je pense. Merci et à bientôt.